Bonjour à tous. Je suis aussi très heureux de pouvoir vous rencontrer et partager avec vous notre expérience d'accompagnement. Quand l'UNASP nous a demandé de participer à votre congrès, on était très heureux de cette invitation et en même temps, moi, j'étais un petit peu gêné parce que nous ne sommes pas, à proprement parler, des professionnels des soins palliatifs ou des accompagnements en fin de vie, même si il est vrai que dans notre accompagnement des personnes en situation de grande exclusion, il arrive que nous ayons à accompagner des personnes jusqu'en fin de vie. Ensuite, ces dernières semaines, j'ai eu la joie d'aller au cinéma et de découvrir ce film Hippocrate, que peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu. Et on voit justement les difficultés qui sont posées au moment de l'arrivée dans un service d'une personne qui est visiblement en situation de grande exclusion. Et on voit bien que dans nos services hospitaliers, l'arrivée de ces personnes pose certaines difficultés. D'autre part, j'ai eu aussi un échange assez long avec le docteur Florence Brisset, qui est administratrice de notre association et qui est médecin en soins palliatifs à l'hôpital Cognac-Jay. Et elle m'a rassuré en me disant « Mais François, en fait, souvent l'accompagnement qu'on fait dans l'association auprès des personnes en grande exclusion est finalement assez proche de ce qui peut être rencontré en soins palliatifs. » Alors, je vais commencer par une brève présentation de notre association Au Captif La Libération. C'est une association qui a été fondée il y a une trentaine d'années à Paris par Patrick Giros, qui était prêtre et éducateur de rue en prévention spécialisée. Notre action, elle est avant tout déployée dans la rue, à travers des tournées-rues, qui sont les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les maraudes d'intervention sociale, mais avec quelques spécificités, puisque dans nos tournées-rues, nous n'apportons rien de concret, nous n'apportons aucune aide concrète aux personnes qu'on rencontre à la rue. Alors ça peut paraître un peu surprenant, parce que quand on voit des personnes à la rue, on se dit justement elles ont beaucoup de besoins. Mais non, nous avons fait le choix en fait d'aller dans la rue les mains nues pour être démunis justement vis-à-vis de ces personnes et pour pouvoir construire une relation de confiance avec elles dans la durée, dans la régularité. C'est pour ça que dans nos tournées, ce sont toujours des binômes qui tournent, un travailleur social et un bénévole, et ils tournent sur le même circuit à la même heure chaque semaine, de telle manière à ce que les rencontres se fassent avec les mêmes personnes, et c'est comme ça que les rencontres construisent des relations de confiance. J'étais d'ailleurs très touché par les scénettes qu'on a pu voir tout à l'heure. On voit l'importance du fil. Voilà. Tout notre travail, il est sur justement la construction de ce fil, et il est souvent très fragile. Alors après ces tournées-rues, les personnes que nous rencontrons ont la possibilité de venir dans des accueils de jour. Donc nos tournées-rues sont sectorisées autour d'accueils de jour. Et donc là, c'est elles qui font la démarche de venir vers nous. Et dans ces accueils de jour, elles sont bien sûr accueillies, mais elles peuvent aussi commencer un accompagnement social, bénéficier d'ouverture de droits et aussi participer à des activités de dynamisation. Voilà. Donc la dynamisation, c'est un mot clé dans notre vocabulaire et dans nos pratiques. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette dynamisation? Elle signifie avant tout la dynamisation de la vie intérieure de la personne. On a souvent affaire à des personnes qui, d'une certaine manière, sont un peu anesthésiées. Donc dans notre accompagnement, on va faire en sorte de susciter, d'attiser les émotions, les désirs, la mémoire, les avis des personnes. Alors on ne va pas le faire, on ne va pas assommer les personnes avec plein de questions, parce que le risque c'est que finalement elles se reculent et qu'elles prennent du champ, mais on va souvent poser les questions de manière indirecte. Par exemple, j'avais noté plusieurs questions qu'on pouvait poser. Quand je vous vois avec telle expression du visage, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être inquiet. Ou alors, dans la rue, on peut s'appuyer sur des visuels publicitaires. Vous voyez, sur cette publicité, on voit un couple qui s'embrasse. Alors, c'est peut-être pas forcément la bonne image, mais on peut choisir une image et, à partir de cette image, travailler pour faire en sorte que la personne puisse justement
s'exprimer, ce qui est pas facile. Et si on le fait de manière maladroite, on risque d'avoir un échange qui est très abrégé. Voilà. Et puis, toujours dans cette relation, on travaille non pas sur la juste distance. Souvent, chez les travailleurs sociaux, on leur apprend à l'école qu'il faut qu'ils soient dans une juste distance. Nous, on préfère utiliser l'expression de juste proximité. Voilà, on pense que c'est important que les intervenants, les personnes qui rencontrent les personnes de la rue, aillent à leur rencontre et se livrent aussi d'elles-mêmes. J'ai le souvenir de personnes que je rencontre moi-même en tournée rue, puisque dans notre association, tout le monde fait au moins une tournée rue par semaine. Donc moi, je tourne à la gare Saint-Lazare. Et une personne qui ne nous parlait pas du tout au début, avec qui on avait simplement un petit échange avec une salutation quand on la voyait dans la rue, mais elle ne voulait pas engager la discussion. Puis progressivement, on a pu savoir son nom, mais ça demandait du temps, et on a pu commencer à avoir des échanges. Et une fois, elle a été amenée à me demander des nouvelles d'un de mes enfants. Et là, je me suis aperçu que voilà, la relation avait grandi. Et ça n'a été possible que parce qu'il y a eu un moment aussi où j'ai partagé une part de ma vie. Voilà. Comment pouvoir demander à la personne de partager, de s'exprimer si moi-même, l'accompagnant, l'intervenant, je ne m'exprime pas, je ne partage pas ce qui fait ma vie. Voilà, en quelques chiffres, l'association elle accompagne dans la régularité 800 personnes à Paris. Elle compte une cinquantaine de salariés, principalement des travailleurs sociaux, et 200 bénévoles. L'association est avant tout une association de bénévoles. Voilà. Et c'est toujours difficile pour nous de garder cet ancrage qui est constitutif de notre projet associatif. Et alors à Paris, on a en charge 6 antennes avec pour chacune des équipes de tournée rue. Et puis on a aussi un centre d'hébergement de stabilisation. Donc c'est un centre d'hébergement qui accueille pour 1 à 3 ans des personnes qui viennent de la rue et qui a la particularité de faire vivre ensemble des bénévoles qui, à côté de leur travail, vivent dans ce centre, et puis des personnes qui viennent de la rue. Et puis d'autre part, on a des programmes d'accès aux soins, notamment un avec l'hôpital Bichat pour des personnes qui sont malades alcooliques et qui vivent à la rue. Et on travaille avec la Fondation Bettencourt notamment sur ce programme. Et puis on a un autre programme pour des personnes qui sont vieillissantes à la rue. Et là, on travaille avec la Fondation Caritas et la DIAL, qui est la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accompagnement vers le logement. Alors, les accompagnements en fin de vie, je vous le disais, ce n'est pas notre activité principale. On en fait à peu près 5 à 10 par an. Et souvent, en fait, quand il commence, on ne le sait pas. Voilà, c'est une personne qu'on rencontre à la rue et on découvre qu'elle est à l'hôpital. On va la visiter, mais on ne sait pas encore qu'on sera amené à aller avec elle jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Alors, pourquoi ces personnes elles se retrouvent à l'hôpital et pourquoi le taux de mortalité chez les personnes de la rue est aussi important? Il y a une enquête qui a été réalisée par le collectif des morts de la rue, qui réunit les associations qui travaillent auprès des personnes de la rue et qui nous permet de voir que les pathologies qui sont associées au moment du décès des personnes sont majoritairement des cancers, poumons, bouche, ORL, et puis des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Bien sûr, la forte consommation d'alcool et le tabac, ainsi que la vie sans logement, sont des facteurs qui accélèrent ces processus de dégradation de la santé. Il faut savoir que la moyenne d'âge des personnes, la moyenne d'âge de la mort à la rue pour les personnes, c'est à peu près 45-50 ans. Alors, il paraît que j'ai plus que 2 minutes, donc je vais accélérer un petit peu. Voilà, alors quand on intervient dans les services, voilà un petit peu voilà ce qui joue dans les rencontres qu'on a avec les personnes. D'abord, c'est manifester à la personne que notre relation avec elle ne s'arrête pas parce qu'elle n'est plus à la rue. Voilà. Notre relation avec elle, elle continue parce que nous la connaissons depuis un certain temps et que la relation, elle existe. C'est important, ça veut dire que notre relation avec elle n'est pas utilitaire. D'autre part, nous veillons à échanger des nouvelles, les nouvelles de l'antenne, de l'association, celles de la rue, mais aussi celles de l'hôpital, celles des évolutions de santé de la personne.
Je vous le disais, on assume cette posture de proche. On n'est pas que réceptacle des paroles de la personne, on partage avec elle une commune humanité et on se livre nous aussi. Et puis on continue ce travail de dynamisation de la vie intérieure de la personne. Et voilà, c'est pas parce que la personne a un état qui se dégrade que sa vie intérieure ne peut pas continuer. Au contraire, j'allais dire, en fait, je crois que notre rôle, c'est de permettre jusqu'à la fin que la personne soit vivante et de faire en sorte qu'elle le soit le plus possible. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne veux pas prendre la parole de la personne qui va me suivre. Merci beaucoup. Merci.